bienvenue. Il est l'heure de commencer. Je vous laisse vous installer, mais ça me fait très plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle. Je pense que c'est pas la première fois que vous entendez parler, mais on va en parler aujourd'hui sous le thème de la santé. Fait que très hâte de vous avoir avec nous aujourd'hui. Fait que sans plus tarder, on va commencer. C'est le deuxième événement de cette série, Notre avenir avec l'IA. Puis on est en direct aujourd'hui avec Explain the State of Your Pants. Et le programme, c'est Vous, version 2.0, le rôle de l'IA dans la santé humaine. C'est un événement qui est produit par Aventure E2, animé par moi-même, Alexandra, puis propulsé par Moment Numérique. Et nous avons la chance d'avoir avec nous ce matin Sabrina de Moment Numérique, qui a un petit message pour vous. Fait qu'elle me rejoint sur scène. Allô? Bonjour à tous, je m'appelle Sabrina et je travaille chez Moment Numérique, un organisme canadien à but non lucratif qui accompagne les enseignants et les jeunes dans le développement des compétences numériques et de la pensée critique dont ils ont besoin pour s'épanouir dans un monde en constante évolution. Lors de l'aventure aujourd'hui, vous allez probablement entendre des mots comme vision par ordinateur, données, modèle ou encore cerveau numérique. Ces mots sont très intéressants, mais ils peuvent être parfois difficiles à comprendre. C'est là que Moment Numérique intervient. Nous offrons aux enseignants des ateliers gratuits, des leçons prêtes à l'emploi et des expériences d'apprentissage pratiques qui rendent ces concepts accessibles. Pour en savoir plus, visitez digitalmoment.org et inscrivez-vous à notre infolettre afin de rester informé de tous nos programmes gratuits et de nos prochaines sessions. Et maintenant, à l'aventure! Et un gros merci Sabrina, puis à l'équipe de Moment Numérique. C'est vraiment le fun d'avoir des programmes comme aujourd'hui grâce à vous. Puis aussi, on a plein de partenaires qui sont avec nous aujourd'hui pour pouvoir vous faire explorer vraiment ce monde merveilleux de la santé, puis qui est un petit peu mystique. C'est genre, on sait jamais trop ce qui se passe finalement en arrière de tout ça. Fait qu'aujourd'hui, on va focuser un peu sur les systèmes, les personnes, puis les machines qui veillent à notre bonne santé, parce que tomber malade, bah oui, ça arrive. Personne n'aime ça. C'est pas le fun de devoir arrêter cette activité puis rester à la maison tout seul. Mais malheureusement, ça arrive. Puis dans cette situation-là, bah, comment est-ce qu'on peut aller mieux? Puis c'est là qu'on voit que ça prend beaucoup de travail en amont, beaucoup de personnes pour pouvoir nous remettre sur pied puis aller mieux. Fait qu'on peut aller consulter un médecin, une infirmière dans une clinique, un hôpital. Peut-être qu'on aura besoin de médicaments qui sont distribués par une pharmacienne, par exemple. Fait que, on en a tous un petit peu chez nous dans notre salle de bain, là, des affaires de même que malheureusement, des fois, on doit prendre. Mais comme après, on va mieux, c'est quand même le fun. Mais c'est quand même de la belle science qui est en arrière de ça. Puis, bah, des fois, s'il faut peut-être même une chirurgie, effectivement, on le souhaite à personne, mais si ça arrive, bah, écoute, c'est bien d'avoir des gens qui sont formés pour ça, puis qui vont pouvoir nous aider. Puis regardez, on va vous montrer une carte là qui va nous montrer quand même qu'il y a 7000 établissements de santé à travers le Canada. Fait que là, si on zoome un petit peu et qu'on se promène à travers le Canada, là, vous pouvez voir qu'il y a des croix rouges chez les hôpitaux, les croix jaunes, ça peut être des cliniques, puis les mauves, c'est les maisons pour aînés ou les établissements de soins de longue durée pour les gens qui ne peuvent pas retourner habiter chez eux, par exemple. Fait comme vous voyez, il y en a vraiment étalés partout à travers le Canada, forcément un peu plus où il y a plus de monde qui habite, donc plus au sud. Puis à travers ces établissements de santé, il y a des médecins, des infirmières, des années de formation qui leur ont permis d'en arriver là, de pouvoir nous soigner, puis évidemment des machines, puis des médicaments qui sont testés, retestés, retestés, et tout cela pour vous diagnostiquer et vous soigner quand vous êtes malade. Et au programme d'aujourd'hui, on va explorer comment l'IA, donc l'intelligence artificielle et la technologie transforment la manière dont les personnes, les machines et les médicaments travaillent ensemble pour nous garder en bonne santé. Puis au cours de la prochaine heure, nous allons découvrir 3 parties de ce vaste système qui est la santé. Donc d'abord, on va aller visiter une start-up en IA qui s'appelle Scopia. Ils ont développé un outil qui donne aux chirurgiens une vision quasi surhumaine dans la salle d'opération. Oh, vous en dis pas plus pour l'instant, vous allez voir. C'est un peu futuriste quand même, mais c'est le fun. Ça existe déjà, clairement, ils le font. Là. Puis en plus, par après, nous irons voir un laboratoire qui s'assure que les médicaments qu'on achète en pharmacie, ils sont sûrs puis qu'ils fonctionnent. C'est quand même essentiel, on est d'accord. Fait qu'on va s'en aller avec Neopharm par après. Et finalement, nous rencontrons un innovateur qui utilise l'IA pour concevoir de nouveaux médicaments plus rapidement. Fait que là, on tombe un peu plus du côté de la recherche. C'est un peu plus fondamental, puis c'est pas encore, comment ça s'appelle,
tu peux pas l'acheter de même, là. Mais on a des chercheurs qui y réfléchissent et qui commencent à mettre ça en place, puis à voir comment d'autres pourront l'utiliser par après. Puis pour finir, on aura un petit quiz Kahoot, fait qu'on va pouvoir jouer ensemble et tester un petit peu vos connaissances. Puis n'hésitez pas à entrer vos questions dans le chat, dans le clavardage au fur et à mesure des sessions. Puis je ferai de mon mieux pour les poser aux personnes qu'on rencontre à travers notre aventure d'aujourd'hui. Fait que sans plus tarder, on commence, on s'en va à Montréal, donc la province de Québec, et on va chez Scopia. Fait qu'on va recevoir avec moi sur scène Gabriel. Salut tout le monde! Allô! Contente de te recevoir aujourd'hui. Fait que, comme je disais tantôt, là, on va vraiment un peu passer dans de la robotique un peu mystique. Là. C'est tout que quand j'étais jeune, on voyait ça dans les jeux vidéo à l'époque ou dans des films. Là. Mais écoute, on s'en rapproche finalement. C'est un petit peu ça. En tout cas, moi, j'y connais rien. Fait que, j'imagine ça comme dans les films que je voyais à l'époque. On va tout vous expliquer ça. Génial. Fait qu'on va voir un petit peu comment l'IA peut aider les chirurgiens dans les hôpitaux. Hâte que tu m'en dises un peu plus là-dessus. Fait que, en gros, ça sert à quoi vos affaires? À part faire des films de science-fiction, ça c'est comme révolu, on passe à autre chose. Maintenant, concrètement, à quoi ça peut servir ce que vous développez? Oui, donc ça sert à plusieurs choses. Nous, qu'est-ce qu'on vise ultimement? Tu l'as dit un peu en blague, mais c'est pas tant de blague que ça. On vise à donner une vision super humaine aux chirurgiens. On aide les chirurgiens à voir des choses qu'ils ne peuvent pas voir à l'œil nu, des choses qui sont cachées. Et donc, on parlait de voir des robots qui font de la chirurgie là, dans des films de science-fiction. Ce n'est plus de la science-fiction. À travers le monde, il y a environ 10 000 robots qui, à tous les jours, performent de la chirurgie. Ces robots-là sont accompagnés de des êtres humains. On a encore besoin des chirurgiens. Ce n'est pas des robots autonomes, mais ils visent à donner un niveau de précision extrêmement élevé aux chirurgiens pour pouvoir opérer. La différence, imaginez-vous, comme si avant, on mangeait avec nos mains, puis ensuite, on est passé aux ustensiles. Avant, on faisait de la chirurgie ouverte, et maintenant, on fait de la chirurgie avec des robots qui est très, très, très petite, très, très précise, et qui, ultimement, est beaucoup plus sécuritaire pour les patients qui doivent malheureusement se retrouver sur une salle d'opération. Et donc, opérer ces robots-là, même si on a eu des très, très grands progrès pour les patients, ça demeure très, très, très difficile pour les chirurgiens. Ils travaillent en 2 dimensions, donc pas en 3 dimensions. Un peu comme lorsque vous jouez aux jeux vidéo, vous allez juste voir ce que vous faites sur un écran, mais ce n'est pas la réalité. Les chirurgiens opèrent à travers un écran et ils ne voient pas directement à l'intérieur du patient avec leurs yeux. Nous, on développe tu peux pas sentir, tu peux pas sentir aussi, c'est comme si c'est mou, si c'est dur. Là, on est capable de reproduire. Donc, le robot est capable de reproduire le sentiment tactile de toucher à certaines structures anatomiques. C'est vraiment, vraiment impressionnant. On saignait plus. Oui, c'est ça. Dans le fond, dans les 20-30 dernières années, il y a eu des immenses progrès au niveau du matériel, mais là, c'est le temps de faire du progrès au niveau du logiciel, au niveau de l'intelligence numérique qui est derrière. Et donc, si on revient un petit peu au début de ces vidéos-là par rapport à l'IRM, les chirurgiens ont différentes technologies pour voir à l'intérieur du corps. Donc, qu'est-ce qu'on voit en ce moment? C'est un appareil qu'on appelle de résonance magnétique. C'est un mot très compliqué qui veut dire qu'on envoie des ondes vers le corps humain et qu'en échange, on se fait retourner des images qui permettent de voir à l'intérieur de votre corps. Donc, s'il y a une masse cancéreuse, des tumeurs, des os brisés, ça permet aux chirurgiens, sans nous ouvrir, de voir ce qui se passe à l'intérieur. Puis ensuite, les chirurgiens vont regarder l'imagerie un petit peu compliquée, comme qu'est-ce qu'on voit à l'écran, pour essayer un peu de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le corps. Mais les images que vous voyez à l'écran en ce moment, ça donne quand même si c'est incroyable d'un point de vue technologique, une information assez limitée sur qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, dans l'abdomen et différentes parties du corps. Donc, nous, Scopia, on vise à leur donner encore plus d'informations que ça pour vraiment les aider à bien comprendre ce qui se passe dans le corps humain et les guider en temps réel pendant leur chirurgie. Puis comme tu disais, finalement, les robots en ce moment, finalement, c'est comme des bras ou des choses de même que les chirurgiennes peuvent commander à distance, peut-être plus ou moins proche, mais c'est ça, pour l'instant, on n'est pas rendu qu'à un robot complet qui arrive comme « je suis ton chirurgien », puis qui comme tout le ventre. On n'est pas rendu là, on est d'accord. Mais dans pas si longtemps, on commence à le faire d'un point de vue de recherche, donc on a des robots qui commencent à être capables de, par exemple, faire des points de suture lorsqu'on se blesse et qu'on a besoin de mettre des points de suture. Donc, ils commencent à être capables de faire des tâches plus simples et éventuellement, en technologie, il y a un dicton qui dit
on surestime qu'est-ce qu'on peut faire à court terme et on sous-estime qu'est-ce qu'on peut faire à long terme. Donc, à court terme, on pense qu'on est capable de faire des choses incroyables. Pas tant que ça, mais à long terme, on n'imagine même pas les avancées technologiques. Donc, qu'est-ce que vous voyez à l'écran en ce moment? C'est un exemple d'un robot de chirurgie. Donc, vous voyez, le chirurgien est installé à une console. C'est comme s'il jouait à un jeu vidéo et qui contrôlait des bras robotisés qui, eux, vont faire la chirurgie. Donc, vous pouvez voir, là, on fait de la manipulation vraiment, vraiment fine de des structures. On a vu là, des robots qui sont capables là, de faire des nœuds complexes. C'est des petits bras télécommandés par le chirurgien qui peuvent vraiment aller faire des gestes d'une très, très grande précision. Encore faut-il savoir qu'est-ce qu'on doit faire avec précision et bien le voir. Et c'est là vraiment que Scopia, on vise à donner un coup de main. Je crois que vous avez accès à une autre image exactement. Donc, nous, à gauche, on va prendre une image normale qu'on reçoit du patient. On appelle ça un IRM ou un CT. Et ensuite, en utilisant l'intelligence artificielle, on est capable de venir identifier toutes les structures anatomiques, donc les structures du corps qu'on voit dans le scan. Et ensuite, on va faire une reconstruction 3D. Pour le chirurgien, c'est beaucoup plus facile de visualiser l'intérieur de notre corps, comment on est fait et l'anatomie. Si on regarde un modèle en 3D, comme qu'est-ce que vous voyez à droite en couleur, où là, on est capable de mettre les artères, les veines, les os de certains codes de couleur, au lieu de regarder des tranches d'images anatomiques, comme vous voyez à gauche. Donc, on vise à faciliter la visualisation de l'anatomie en 3D. Et là, évidemment, là, ça ne fait pas longtemps que vous avez déjeuné, alors on ne veut pas commencer à vous montrer des vidéos de chirurgie parce que ça peut être un petit peu difficile à regarder si on n'est pas habitué. Mais nous, on vient prendre ce modèle-là en 3D que vous voyez à droite et on vient le montrer au chirurgien en temps réel pendant qu'il manipule son robot pour qu'il comprenne bien la chirurgie. Puis l'image peut-être que je vous donnerais, c'est que la majorité des gens sur l'appel ici sont déjà embarqués dans une voiture où on a un GPS pour nous guider. Alors, on regarde en avant de nous pendant qu'on conduit la voiture et ensuite, on a une map en temps réel qui nous aide à nous orienter pendant qu'on conduit. Scopia, on développe un GPS, on développe des maps pour aider les chirurgiens à opérer en temps réel et à manipuler leurs robots qui sont quand même très complexes dans un corps qui l'est encore plus. Puis je suppose que qu'est-ce qui peut être le fun, c'est qu'avec des petits robots de même, tu n'as pas besoin d'ouvrir le ventre au complet, regarder ce qu'il y a dedans, parce que tu peux faire des petits trous, rentrer dedans, avoir des caméras. En tout cas, c'est sûrement aussi pour que le patient ait comme moins de dommages, puis se remettre en santé rapidement par après, je suppose. Là. Ben oui, c'est exactement ça. Lorsqu'on reçoit une opération, il faut ouvrir le corps, il peut y avoir des muscles, des structures du corps qui se font un peu déchirer, déplacer. Le corps combat très fort pour se remettre de ça. Là, on est fait vraiment fort, les corps humains, mais ça reste qu'une opération, c'est très exigeant, s'en remettre après physiquement. Lorsque vous êtes très malade, vous avez un rhume, après ça, ça prend quelques jours s'en remettre, mais une chirurgie, c'est beaucoup plus dur pour le corps. Plus les trous d'accès pour rentrer dans le corps sont petits, moins on a de chances d'infection. Parce que la peau nous protège, dans le fond, d'avoir des infections. Mais lorsqu'on ouvre la peau, on a des dangers d'infection. Donc, plus les trous sont petits, moins on a de dangers d'infection, plus c'est facile de se remettre. Et avant, on allait à l'hôpital et si on avait une opération, on pouvait rester à l'hôpital pendant une semaine à s'en remettre où on était surveillé par des infirmières, des médecins. Maintenant, il y a beaucoup de chirurgies maintenant qu'on fait en une journée et on rentre couché à la maison. Tout ça, c'est grâce à des avancées importantes dans le milieu de la chirurgie qui fait que maintenant, les chirurgies sont moins invasives, elles sont moins grosses, c'est plus facile de récupérer et ensuite, on rentre à la maison voir sa famille le plus rapidement possible. On souhaite à personne sur l'appel de vivre cette expérience-là, mais si vous le devez, la chirurgie à chaque année est de plus en plus sécuritaire, facile et on s'en remet plus facilement, mais il y a encore beaucoup d'avancées technologiques. On peut utiliser l'IA et la vision par ordinateur pour aider nos chirurgiens à avoir un taux de succès à 100% à chaque opération. Super. Puis finalement, qu'est-ce qui reste à inventer? C'est quoi les prochaines étapes? Parce qu'on dirait qu'on peut toujours faire plus et faire mieux. Fait que vas-tu nous donner un petit peu une idée de qu'est-ce qui s'en vient après ça? C'est déjà là d'être fantastique et full visionnaire, là, vraiment comme un grand pas vers l'avant. Il y a des choses qu'on sait déjà qui s'en viennent. Il y en a d'autres qui restent à inventer et on ne sait pas tout. Nous, on est très, très, très chanceux. La majorité des gens sur l'appel ici, si un jour on est blessé ou on est malade puis on doit avoir une chirurgie ou aller à l'hôpital, vous allez recevoir probablement les meilleurs soins au monde. Mais ce n'est pas toute la planète qui a la chance de recevoir cette qualité de soins-là. Les plus grandes avancées qu'on souhaite avoir et sur lesquelles on travaille en ce moment, c'est de relever le niveau
de soins, de chirurgie que la planète entière peut recevoir. Donc, il n'y aura pas de discrimination, on ne va pas être pénalisé dépendant de dans quel pays on habite ou à quel robot, quel chirurgien on a accès. Donc, c'est de développer des outils qui permettent de normaliser, de standardiser la qualité de tout ce qu'on reçoit. Partout à travers le monde, 2 plus 2, ça égale 4. Mais partout à travers le monde, si on a besoin d'une chirurgie, on ne va pas nécessairement recevoir le même résultat. Donc, nous, on vise à développer des outils qui font que n'importe quel chirurgien peut offrir la même qualité de soins à n'importe quel patient à travers le monde. Ben, écoute, c'est vraiment inspirant, puis c'est vraiment le fun d'avoir vu que finalement mes affaires de jeunesse, de jeux vidéo, puis de science-fiction sont rendues vraies. On n'a pas encore d'auto-volant, pardon, mais finalement, au niveau de la santé, et notamment de la chirurgie, on a vu avec toi que ça s'est grandement amélioré, puis que nos rêves un peu fous sont devenus réalité finalement, là. Fait que puis à voir comment ça évolue encore, mais c'était vraiment le fun de t'avoir avec nous aujourd'hui. Gabriel, un gros merci de m'avoir présenté qu'est-ce que vous développez à Scopia. Je sais que vous avez 1001 projets dans les tuyaux en ce moment aussi, là, mais rien qu'avoir vu quelques petits insights que tu as partagé avec nous aujourd'hui, c'est vraiment le fun. Fait que, un gros merci, puis on va suivre un petit peu ce qui se passe. On n'a pas que je pas le goût de tester sur moi une chirurgie, mais je suis quand même curieuse de l'expérimenter un jour. Un gros merci. En espérant que non, mais si tu dois, ça va bien se passer. Mais merci beaucoup pour l'entrevue. C'est un plaisir de te rencontrer, Alexandra. Merci tout le monde à la maison. À la prochaine. Bye. Et pour vrai, je suis fascinée de voir comment l'IA peut être utilisée dans les salles d'opération de même. J'avais jamais imaginé de quoi. Puis avoir un robot qui vient faire ta chirurgie un jour, ça non plus, je l'avais vraiment pas imaginé. Mais écoute, peut-être qu'un jour, il va comme genre te faire tes points, puis ça te renvoyer à la maison avec une ordonnance. Ça serait quand même un peu visionnaire et encore futuriste, là. Mais écoutez, pourquoi pas. Fait que là, justement, en parlant de médicaments puis d'ordonnances qu'on a mentionné tantôt avec les pharmaciens et pharmaciennes, etc., êtes-vous déjà demandé comment on teste les médicaments avant de vous les distribuer? Je veux dire, des affaires de même, là, avant que ça arrive chez vous, là, avez-vous déjà réfléchi à comment ça a été développé? Est-ce que c'est sécuritaire? Des choses de même? Parce que moi, je m'étais jamais vraiment posé la question avant récemment. Où, j'ai pris la petite pilule, puis j'étais comme... Mais en fait, qui s'occupe de vérifier que tout ça est beau et bien correct? Surtout quand on sait que c'est quoi, genre entre 50, 120 milliards de comprimés d'aspirine qui sont pris par année, là, c'est vraiment énorme. Fait comment on peut s'assurer que des médicaments comme ceux-ci, là, ils sont sans danger, puis surtout qui fonctionnent, tu sais, qui ne rendent pas plus malades, puis qui nous soignent, ça serait quand même vraiment le fun. Puis ça, c'est toute une autre histoire. Là. Fait que pour notre prochain arrêt, on va aller à Néopharm, donc à Blainville, qui est aussi au Québec. Puis c'est des entreprises comme la leur qui testent des nouveaux médicaments, puis encore et encore et encore. Là, il faut vraiment s'assurer de plein de paramètres qui soient corrects avant qu'ils puissent être vendus dans les pharmacies, comme on a proche de chez nous, là, Jean Coutu, Pharmaprix, etc. Là. Fait qu'avec l'équipe de Néopharm aujourd'hui, on va aller dans les coulisses pour voir comment tout ça se passe. Fait que sans plus tarder, je vais rejoindre l'équipe qui est avec nous aujourd'hui. On a Jean-François ici. Ah, et sa collègue, elle vient d'arriver. Allô, Christina. Allô, Jean-François. Allô. Bonjour. Contente de vous avoir avec nous aujourd'hui. Effectivement, généralement, on a notre pilule, notre médication sur le comptoir de la salle de bain, mais on ne réfléchit pas beaucoup à qu'est-ce qui s'est passé avant que ça arrive ici. Fait que bien content d'être avec vous aujourd'hui, puis d'aller voir qu'est-ce que vous faites pour s'assurer que finalement tout ça soit conforme, sécuritaire, efficace avant que ça nous arrive à nous, à la pharmacie, puis dans nos maisons. Et hôpitaux aussi, je suppose. Je m'appelle Christina, je travaille chez Néopharm Lab, je suis un superviseur du département de chromatographie. Je vais vous faire aujourd'hui un mini-tour pour que vous voyez qu'est-ce qui est derrière tous les comprimés qui sortent sur les pharmacies et c'est quoi la mission de Néopharm et de garantir les qualités et le bon fonctionnement des médicaments. Tout ça, on peut commencer, on va rentrer dans le premier labo pour vous montrer un système de haute performance de chromatographie liquide. Avec ça, nous, on est capable de séparer tous les médicaments. Par exemple, vous avez un simple médicament de rhume, mais à l'intérieur, il y en a plusieurs médicaments. Avec ce système, nous, on est capable de séparer tous les actifs un après l'autre et de garantir que les actifs qui se trouvent dans le médicament, ils sont en bonne quantité et en bonne qualité aussi.
on va s'arrêter à côté d'une machine pour voir comment ça fonctionne. Si vous voyez présentement, ça c'est un système HPLC qui est composé de plusieurs parties. On peut voir ici, on prépare les solutions, on les store sur le système. Ici, il y en a les solutions qui sont déjà préparées. Ici, ici, ça se passe toutes les séparations des actifs. On garantit, on peut tester ici combien, par exemple, comme on avait parlé au début de la rencontre par aspirine, est-ce que dans un comprimé, il y en a exactement 500 mg ou 50 mg qui était noté sur notre boîte. Mais grâce à ces machines-là, nous, on peut déterminer les quantités exactes qui se trouvent dans un comprimé, dans un sirop, tous les types de médicaments qu'on peut utiliser. On peut voir probablement bientôt, elle va se mettre en fonction. Je pense que là, on voit la machine prendre des petites pots, puis comme les déplacer. Exactement, c'est ça qui s'arrive présentement. Elle déplace les petites pots. Elle va injecter en petite quantité selon la programmation que nous, on avait fait. Elle va tout injecter, elle va tout rentrer dans le colon qui se trouve ici. Et après, toutes les séparations, ça se passe ici. Elle s'en va dans le détecteur qui est un peu plus bas. Super. Oui, c'est tout petit, mais elle est très, très efficace. Super. Et ça, c'est une partie que nous, on teste, mais on teste plusieurs tests physiques aussi, si on peut dire ça. Est-ce que quelqu'un d'entre vous, elle avait pensé si un test de crack, il était testé ici? Ben oui, évidemment, si vous devrez craquer un comprimé, il faut qu'il passe des tests dans un laboratoire. C'est quoi son dureté, c'est quoi son fiabilité, tout ça, avant que ça sorte sur le marché. On peut aller présentement passer dans un autre labo. Ici, on va vous présenter, ici les tests sont un peu plus manuels. On peut s'arrêter dans une station on est en train de faire un test sur un olive oil, c'est huile d'olive, Grade Pharma. On peut juste avancer encore un peu. Mais c'est pas pour la vendre à l'épicerie, là. C'est l'huile d'olive qui est dans les composés des médicaments. Oui, exactement. C'est pas lui que vous utilisez pour votre salade. Non, c'est vraiment lui qu'on utilise pour préparer les médicaments. Ici, ouais. Médicaments aussi, l'huile d'olive. Oui, vous pouvez surprendre combien des composés ils sont en test ici pour garantir toutes les safe de comprimés, parce que c'est pas juste les actifs. On a des types de placebos, on a des colorants, on a toutes sortes de produits qui rentrent dans un comprimé ou dans un sirop ou dans une solution avant que ça sorte sur le marché. Rapidement, j'ai ma bouteille devant moi. Puis en arrière, c'est écrit ça, composé actif acétaminophène. Mais ça veut dire qu'il y a ça, qui est le truc qui nous rend mieux quand on file mal. Mais il y a plein d'autres choses. C'est ça que tu veux dire les composés actifs, puis le reste, c'est quoi? C'est inactif, mais c'est utile à faire une pilule. Peux-tu juste expliquer rapidement c'est quoi un composé actif versus tout le reste qu'il y a dedans, s'il te plaît, Christina? Oui, c'est ça que si vous voyez derrière, on peut vous montrer encore quelque chose ici, mais il vient de sortir, c'est un test de nitrogène qu'on teste sur un digesteur. Il change le couleur, après il passe plusieurs machines, mais comme vous avez dit, les boîtes que vous avez présentement, oui, il existe probablement, il y en a 500 mg d'acétaminophène, mais il y en a d'autres composants qui sont inscrits sur les boîtes. Mais tout ça, il faut que ce soit testé avant que ce soit sorti sur les marchés. Super. Et en parlant de médicaments, on peut voir aussi, on fait des tests de fonctionnement des comprimés, des médicaments. Par exemple, un comprimé, quand on va l'avaler, où il s'arrête, comment ça se fait, est-ce que il commence à dégager son actif
dans l'estomac, est-ce que c'est dans l'intestin, c'est quoi sa rôle de comprimé. C'est pour ça qu'on a des appareils on teste pour celui-là, parce qu'on va s'assurer que le comprimé, il se dissoudre dans la bonne partie du corps. Toi, tu parlais de tester la digestion. Fait que La digestion, oui. On peut passer par une autre labo. Ici, on teste toutes les solutions volatiles, Et en passant, on va y aller dans une autre labo on va vous démontrer comment on teste la digestion de comprimés. Ok, il y a vraiment beaucoup d'étapes en fait. On n'imagine pas que ça. Oui. Il faut tester comment il se dissout, est-ce qu'il est actif, est-ce qu'il est toxique aussi, puis ci, puis ça. Exactement. Tout ça, il faut que ce soit testé avant que ça sorte sur les marchés. Mais je vais vous présenter maintenant. Je vais juste parce que présentement. Ici, ça c'est les appareils de dissolution. C'est ici que nous, on teste est-ce qu'un comprimé, il se dissout correctement, est-ce qu'il est capable de se dégrader dans un état qu'il va dégager toute son active et dans quelle partie du corps il va se faire. Parce que, comme j'ai dit déjà, il y en a des comprimés qu'il doit se dégrader, dans l'estomac ou dans les intestins. Je vais essayer d'allumer une pour vous démontrer. Oui, parce que dans le fond, si tu avales une pilule, tu veux qu'elle soit active au bon endroit et pas qu'elle fonde dans ta bouche. Il faut qu'elle se rende. Oui, exactement. Et grâce à toute cette PADO, nous ici, comme vous voyez présentement, il y en a une solution qui est présentée qui est 6000 ans de solutions qui se trouvent dans le corps. On va placer un comprimé dans une sorte de bécher, on dirait, dans un sorte de contenant. Et grâce avec cette PADO, il va tout tourner pour simuler le fonctionnement du corps. Oui, je vais juste cacher mon mot de passe parce que le mot de passe est important. Et trouver mon nom. On imagine qu'il y a beaucoup de sécurité vraiment importante. Oui, ça c'est un parti que toujours il faut que ce soit tout sécuritaire. À chaque temps, chacun il devrait savoir qui a fait quoi et en quel moment. Bon, mais on va partir ça. Et vous voyez, ça commence à tourner. Bien sûr, on a ici le contrôle de température. On doit programmer la machine avec la température du corps, pas à 20 degrés, pas à 45 degrés, bien sûr. Ça va être à 37 degrés. Oui, c'est vraiment pour stimuler la digestion, fait que notre estomac, exactement. Notre estomac, etc. Exactement. Oui, c'est à peu près ça le principe. Après, une fois, parce que les médicaments, il y en a des médicaments qui devraient se dégager, qui doivent se dissoudre dans le corps pour 30 minutes, pour 45 minutes, pour 2 heures, 24 heures plus tard. Mais avec cet appareil, on est capable de tester aussi cette étape où il y en a des médicaments, si ça devrait se dégrader après 6 heures, mais avant 6 heures, il faut qu'il n'y ait rien qui se passe. Donc, nous, on peut les tester à 2 heures. On présente qu'il n'y a rien qui se passe. Je vais juste l'arrêter. C'est vraiment fascinant. J'aurais jamais imaginé que tout ça était nécessaire. Juste un instant. C'est bon. Et je vais sortir. Exit. C'est comme ça, nous, on preuve que c'est quoi la qualité de comprimé. Si un comprimé, c'est écrit, mais il en a 500 mg acétaminophène, comme vous avez dit, qu'il doit se dégager dans l'estomac après 4 heures, mais avec cette machine-là, nous, on peut tester. Bien sûr, une fois terminé ici, on retourne dans la machine qu'on avait vue précédemment et on injecte les solutions sur la machine. Ça, c'est juste pour simuler présenter la simulation dans le corps. Wow, super cool. J'aurais jamais imaginé que mon estomac pouvait être simulé par une telle affaire qui tourne. Oui. On peut y aller. La prochaine labo qu'on peut visiter,
on va voir une machine qui est capable de détecter des mini quantités comment je vais le dire, des résidus de plastique, parce qu'on s'entend que tous nos médicaments, ça se vend dans un pot. Il y a des cils, il y en a des blisters, il y en a plein de choses. Il devrait toucher certains emballages en plastique ou en métal ou peu importe. Mais avec cette machine-là, nous, on est capable de détecter les mini traces de résidus de plastique qui, avec le temps, qui peut être dangereux pour les corps. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais finalement, tous ces trucs-là, avant que ça soit dans notre bouche, dans notre sang, ils commencent à être dans du plastique généralement. C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais ils sont emballés pour pouvoir les transporter, etc. Mais ça serait dommage d'avaler du plastique parce qu'ils étaient contenus le médicament dans du plastique avant d'arriver chez nous. Ça peut quand même créer des contaminations puis d'autres problèmes. C'est intéressant de vérifier, effectivement, je n'y aurais pas pensé. Oui, évidemment, il n'y a pas beaucoup de monde qui réfléchit à ça, que peu importe, pas seulement les médicaments qui sont importants, son emballage, il est aussi si important. Parce qu'avec le contact de médicaments ou avec les sirops ou d'autres types de médicaments, ça peut faire une réaction et ça peut diminuer la qualité de médicaments. Ouais, c'est très dommage si le médicament il est plus bon une fois qu'il se rend chez toi parce que à cause de la lumière, de l'humidité, autre chose, effectivement, ça serait vraiment dommage d'avoir de quoi il fabrique un truc, ça marche, il arrive chez toi, il marche plus, ça serait quand même vraiment dommage, effectivement. Ça c'est aussi quelque chose qu'on teste. On a des tests qu'on expose de différentes conditions atmosphériques, on dit la température, l'humidité et tout. Après, on va les tester pour garantir que oui, si tu te l'exposes à 30 degrés, il est toujours bon. Si tu l'exposes à 75% d'humidité, il est toujours bon. C'est aussi des tests qui sont nécessaires pour garantir la sécurité des médicaments. Même chose pour les dates d'expiration. Si vous voyez sur votre peau, il y a une date d'expiration, mais elle n'est pas là juste mis au hasard. Avant de mettre en date d'expiration, tout ça, il a été testé et on garantit que les comprimés sont bons au minimum cette date-là. Beaucoup de travail on s'approche de... Un médicament, c'est de la job, mais après, il y a encore plein de choses. Il y en a beaucoup, beaucoup des heures de travail avant qu'un médicament ça se trouve sur le marché. Ici, c'est la machine que je vous ai parlé. C'est des machines de MS. C'est un peu bruyant ici parce qu'on a beaucoup des instruments. Mais en général, c'est des systèmes de MS comme je vous ai parlé pour détecter des quantités très basses des produits qui ne devraient pas se trouver dans les médicaments. Si vous voyez, on peut voir aussi une mini vidéo pour savoir comment ça fonctionne ces machines-là. Et vous allez avoir plus visibilité de comment ça fonctionne les machines. C'est vraiment fascinant pour vrai de voir toutes ces machines-là qui mesurent des choses aussi petites, invisibles à l'œil nu. Genre, je capote que ça soit vraiment aussi précis, puis finalement tout est invisible. Fait que là, la machine, on va voir un peu mieux comment qu'elle fonctionne. Oui, vous voyez, c'est ça les petites vidéos que je vous ai parlé. C'est comme un jeu vidéo, vraiment. On cherche par exemple juste les billes qui sont de couleur violet. Et toutes les restes, ils vont passer à côté. Et c'est vraiment quelque chose qui est très impressionnant. Et on parle de quantité très, très bas d'actifs, des nanogrammes
et des quantités vraiment, vous voyez. Tout ça, il en a plein de quantités, plein de différentes molécules qui s'en vont, mais avec cette machine-là, on cherche une masse précise. C'est vraiment une seule type. Par exemple, le orange, ça pèse, je sais pas, 15, le vert, ça pèse 10, ou le diamètre, peu importe. On cherche quelque chose qui est vraiment très précis. Mais on est capable de séparer tout ça avec le type de machines qu'on utilise présentement. Vous êtes capable d'isoler le composé que vous cherchez pour dire Exactement. Il est présent, puis après, je suppose que vous, il y a des tableaux et des seuils maximum, minimum, que vous dites, ah, il y en a beaucoup trop, c'est un problème. Il y en a un petit peu, on le voit, mais c'est tellement petit que c'est correct. En tout cas, après, ça, c'est comme Santé Canada, sûrement, je suppose, qui doit comme paramétrer tout ça, puis c'est pas toi qui décides, oh non, moi, je trouve que c'est trop. Là. Il y a seulement des tableaux vraiment précis que le gouvernement doit imposer ou d'autres personnes. Regarde, Oui. Toutes les compagnies peuvent se réglementer de la même façon, je suppose. Exactement. Toutes ces composés sont réglementés par de Santé Canada ou par FDA. Tout il est réglementé. C'est quoi la quantité maximale, c'est quoi la quantité minimale. Et c'est ici qu'on les teste pour garantir que oui, cette comprimé ou cette sirop ou tout ça, il est bon. Il est bon dans son emballage, il est bon pour le temps que vous avez prescrit, il est bon pour son fonctionnement. Il devrait fonctionner comme ça. Ici, on dit oui, cette comprimé, il devrait sortir sur le marché. Il est sécuritaire. Vous pouvez le prendre, votre enfant peut le prendre, les gens des hôpitaux, ils peuvent le prendre. Et c'est ça qui est le plus important, de vraiment de garantir, de voir toutes les étapes d'un comprimé et garantir que chaque une de cette étape soit safe et soit conforme par rapport de toutes les exigences réglementaires. Puis là, vous, normalement, en théorie, ce que vous faites à Neopharm, si le même médicament il est testé ailleurs, bah, normalement, ça devrait être les mêmes résultats. C'est aussi ça le but. Exactement. C'est pas juste vous qui dites, OK, moi, c'est bon, c'est correct, j'approuve, let's go. Non, oui. On voit ça, là. C'est pas ça le but pantoute, là. Non, c'est pas ça le but pantoute. On suit toutes les méthodes qui sont écrites par pharmacopée européenne, pharmacopée américaine, tout ça, on suit toutes les demandes réglementaires qui sont en vigueur. Puis ça, je suppose que ça prend comme des chimistes, des biologistes, mais il y a sûrement d'autres corps de métiers. C'est un ensemble. Y a-t-il des médecins qui travaillent chez vous aussi, un petit peu ou non, on a plus des chimistes, des biologistes aussi, mais il faut avoir des éducations en chimie pour faire tout ça. Et je voulais juste dire qu'il est vraiment fin. Parfois, on fait des tests avec des couleurs. Il y a plein de couleurs qui changent. Il y en a plein de choses qui se passent. C'est vraiment un environnement très dynamique et qui se développe assez rapidement. On avait vu tantôt les robotiques et tout. Nous, ici, pour tester les médicaments, on est des main en main avec les machines et les cerveaux humains. Mais c'est ça, mais c'est comme quelque chose qui est vraiment impressionnant et c'est intéressant pour travailler. Et tu as une satisfaction après quand tu dis oui, cet médicament, il est bon. Et je suis, on dit, fière que je suis capable de faire tout ça et de garantir et d'aider des gens avec les médicaments qui sortent sur le marché. Mais non, c'est sûr, c'est un petit peu grâce à vous aussi que le monde est en santé. Là, c'est pas juste les médecins qui prescrivent ou le monde qui a inventé le médicament. Il y a tout le monde qui a travaillé au milieu de cette chaîne-là aussi, qui font que ça se rend jusqu'à nous de façon sécuritaire et, comme tu disais, conforme à qu'est-ce que Santé Canada recommande, puis a mis des normes pour pouvoir encadrer tout ça. Parce que sinon, effectivement, ça pourrait être le bazar très vite, rapidement. Il pourrait se passer beaucoup de choses. Puis là, on dirait que ça, comme tu disais, vous, c'est comme encore très manuel, au sens c'est comme vraiment des humains qui font ça, mais je suppose que c'est parce que chaque journée est différente. Là, tu peux pas avoir prévu quelque chose. Je veux dire, c'est comme fabriquer des médicaments, ils font le même médicament, ils en fabriquent des millions chaque jour, puis comme ça y va, là, ça roule. Mais vous, je suppose qu'à tous les jours, il faut s'adapter, puis il n'y a vraiment pas une journée qui est similaire. Là. Non, c'est ça, c'est vraiment quelque chose de dynamique. Chaque jour, ça se ressemble pas. On teste de différents types de milliers de types de produits, de types de sirops, des comprimés, des capsules, des produits de beauté, tous les types que vous voyez dans les pharmacies.
On le teste ici, bien sûr, lui qui est lié à pharma. Puis comment tu imagines que ça pourrait changer dans les 20-30 prochaines années? Parce que tu sais, quand même, tout se numérise de plus en plus. L'IA, tantôt on en parlait aussi. Est-ce que vous pensez que ça pourrait évoluer dans les prochaines années? Pas demain, là, mais ça va peut-être s'instaurer doucement quand même. Ça, c'est sûr que tranquillement, on s'en va vers quelque chose qui est plus automatisé, mais on aura besoin toujours les cerveaux humains parce que, oui, une machine peut prendre la décision pour faire mouver, mais et on a besoin de quelqu'un qui dit aux machines, tu dois faire ça. Il faut que tu programmes tout, qu'est-ce qu'elle doit faire pour qu'elle est capable de le faire. Puis on s'entend qu'on va peut-être encore un petit mot que les médicaments, c'est bien, mais il y a aussi plein de choses qu'on peut faire pour être en santé, puis qu'on ne peut pas juste supposer que les médicaments vont nous sauver par après. On est d'accord que ça prend un tout pour avoir une vie saine. Oui, exactement. Il faut faire attention à ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on fait. Tout ça, c'est un ensemble de bonne santé. Ben écoute, franchement, Christina, c'était fascinant. Ça me rappelle mes années d'études en chimie où on utilisait toutes ces machines-là. Nous, c'était pour des projets très différents. Fait que c'est le fun de voir comment des méthodes finalement des fois assez simples, entre guillemets, tu sais, genre dissoudre un comprimé dans de l'eau. Là, je veux dire, toi, quand tu mets du sucre dans de l'eau, c'est un petit peu ça. Genre, c'est des concepts de chimie de base, mais finalement, comment vous les utilisez pour tester les médicaments, puis après avec des machines vraiment très développées, là, mais finalement, la base de la chimie est là. Là, c'est dissoudre des affaires pour pouvoir analyser qu'est-ce qu'il y a dedans. Fait que c'était vraiment le fun de voir avec vous aussi toutes les étapes et la variété super large de tests que vous faites pour tester, comme tu disais, si tu craques, est-ce que ça se casse bien, qu'est-ce qu'il y a dedans, ce qui est dedans, ça soit vraiment juste les composés actifs qu'on veut et pas des affaires toxiques qui pourraient avoir été amenées par erreur dans le médicament et plein d'autres tests que vous faites. C'est vraiment fascinant de voir tout ça. Fait qu'un gros merci pour la visite à toi, Christina. Puis on a vu tous tes collègues qui travaillent fort pour notre santé en arrière. Puis à Jean-François qui a fait le taxi à travers vos laboratoires. Fait que un gros merci à vous deux. C'était vraiment le fun de voir toute cette étape de processus d'approbation d'un médicament avant que finalement qu'il arrive sur nos comptoirs de pharmacie puis de nos salles de bain. Fait qu'un gros merci pour votre travail puis pour la visite aujourd'hui. On est très chanceux d'avoir le privilège d'être dans des laboratoires de même qui sont quand même pleins de secrets aussi. Fait que c'est le fun d'avoir été avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. On a vu au tout début donc un petit peu comment les chirurgiens pourraient utiliser les machines. On a vu les machines qui testent les médicaments en amont. Puis là, on va se pencher un peu plus sur l'intelligence artificielle au service du développement de médicaments. Ça en fait des données, ça en fait beaucoup de données à travers tout ça. Fait que maintenant, je vais être curieuse de rencontrer Jesse Islam. Il travaille, comme on disait là, à utiliser l'IA pour développer des médicaments. Donc, il est chercheur en apprentissage automatique à l'université McGill. Donc, c'est vraiment à la pointe de l'innovation pharmaceutique pilotée par l'IA. Allô, Jesse? Bonjour, ça va? Bien, et toi? C'est vraiment fascinant ce qu'on voit aujourd'hui. Hâte d'en apprendre un petit peu plus avec toi. Donc, comment développer des médicaments finalement de façon plus sûre et plus efficace? On cherche un petit peu toujours ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Donc, je vais commencer un peu avec le problème et après ça, on peut dire qu'est-ce que je fais avec mes recherches. Super. Donc, on a eu beaucoup d'informations aujourd'hui de tout ça déjà, mais en général, on peut dire si on veut faire un médicament, on a fait beaucoup de tests. Ça commence avec, en général, des tests dans les tubes. Après ça, si ça passe, ça va être des tests sur les animaux. Et si ça passe, après ça, on a des tests sur les humains. Et tout ça prend beaucoup de temps. Ça va dire comme 10 à 15 ans à peu près de toutes sortes de tests juste pour un médicament. Et même si on fait ça, pour 10 médicaments, on peut dire qu'environ seulement un médicament va passer tous les tests. Donc, ça va dire 9 médicaments, c'est tout ce travail durant 15 ans, on va les jeter. On veut essayer que le cible, donc les médicaments, normalement, ont un cible, quelque chose on veut changer dans notre corps. Et on veut être plus certain que cette cible est correcte. Et c'est sur ça que mes recherches, c'est centré sur ce domaine. Les choses que je fais, c'est de faire des
expérimentation, donc des tests, avant les tests de tubes animaux et humains. C'est une sorte de test virtuel où on utilisait toutes sortes de données, car on a centaines d'années de données qu'on a générées biologiques. Et ces données biologiques, on peut utiliser pour faire des expérimentations et essayer pour chaque cible, peut-être dans l'estomac ou sur l'épaule ou n'importe quoi, si un changement peut fonctionner. Et si ça fonctionne, on peut être plus certain que le médicament peut fonctionner. Donc, ça ne veut pas dire que si on fait quelque chose de virtuel, on n'a pas besoin de faire les tests en tube, tests animaux et tests humains. On a besoin de tout ça. Mais c'est juste pour être plus certain avant qu'on commence. Non, c'est sûr qu'effectivement, on n'imagine pas toutes les étapes qu'on vient de voir avec nos femmes de test, mais aussi toutes les étapes de tester que le médicament il marche. Normalement, eux, c'est encore après leur étape, il y a déjà une première étape de inventer un composé, une molécule, un assemblage de composés. Puis est-ce qu'il marche? Puis là, effectivement, comme tu parlais, ça prend des tests dans des tubes, dans les humains, sur les animaux. Fait que si vous, avec finalement des maths, vous pouvez le tester, ça peut sauver beaucoup de temps. Effectivement, on n'y pense pas. Puis tu sais, il y a des affaires comme par exemple quand il y avait la COVID. Ben, on est un petit peu contre la montre, là. On s'entend que chaque jour, chaque demi-heure, chaque heure comptait. Là, on n'avait aucune idée un petit peu. On n'était pas prêts, entre guillemets. Là. Donc maintenant, là, des médicaments qui sont courants, ils sont déjà développés, on sait qu'ils marchent. Mais quand il faut trouver un nouveau médicament en urgence, on peut imaginer que faire tous ces tests que tu expliquais avec les humains, les animaux, etc., ça peut prendre très, très longtemps. En fait, si on peut faire ça sur un ordinateur avant, plus rapidement, effectivement, ça peut quand même être vachement plus rapide. Oui, des fois, ça aide plus rapide, mais plus que ça, je pense que c'est juste d'être plus certain. Car l'aspect de mon recherche, c'est plus que si on veut tester 10 médicaments, pour l'instant, on essaie qu'environ un va passer. Mais peut-être avec les tests virtuels, on peut rendre à 2 ou 3 ou 4. Et, chaque médicament, c'est 10 à 15 ans de travail, d'argent. Comme un médicament, ça a presque $1 billion pour le faire. Oui. Donc, c'est plus que si on peut être plus certain que le médicament va fonctionner dès le début, on a plus de chances que par la fin, on peut l'utiliser. Et c'est ça que je essaie de faire. Puis il y a aussi une limite, je veux dire, on ne peut pas tester plein de médicaments partout sur des gens tout le temps, là, je veux dire. Alors que sur un ordinateur, théoriquement, c'est illimité qu'est-ce qu'on peut tester. Puis tu peux tester des trucs que tu te dis, peut-être que ça ne marchera pas, mais tu n'as pas de conséquences. Tu tues personne en faisant un modèle mathématique que tu fais rouler sur un ordinateur. Il n'y a personne qui souffre de ça. Il n'y a pas de risque. Toi, au moins, tu es safe. Toi, tu ne peux jamais tuer personne. Oui, c'est exactement. On n'a besoin pas de faire des tests animaux si on essaie dans les tests virtuels que ça ne fonctionne pas. Mais si ça fonctionne dans les tests virtuels, peut-être on va continuer. Exactement. Super. Puis là, explique-nous un peu plus comment l'IA, l'intelligence artificielle, arrive là-dedans. Je veux dire, à quel moment, comment, tu sais, pour moi, c'est un peu mystique. Tout ça, comment ça se passe? Dans quelle mesure l'IA fait partie de ton travail? Comment est-ce que l'IA est intégrée dans j'ai entendu l'IA comme le nom d'une personne et l'IA c'est qui? Désolé, oui, l'intelligence artificielle. Donc, c'est ça. Donc, il y a quelques choix qu'on doit faire. On peut faire en même. Donc, essayer que j'ai mangé trop de chocolat et maintenant mon estomac ça fait mal. Et je veux trouver un cible et je dois faire un choix. Je dois choisir que pour cette cible, est-ce que je dois faire que notre corps produit plus ou moins de cette cible? C'est un choix qu'on doit faire. Un autre choix, et c'est quelle cible on doit essayer. Et le dernier choix est d'essayer, si on change de cible, c'est quoi change dans le corps? Est-ce que la maladie a diminué? Est-ce que à ce moment c'est bon maintenant ou quelque chose comme ça? Donc, c'est 3 choix. Qu'est-ce qu'on doit changer? Comment on va le changer? Et c'est quoi l'impact de ce changement? Tous ces choix sont faits par les intelligences artificielles.
Wow. C'est vraiment incroyable comment on est rendu à ça. Tu sais, je veux dire, il y a quelques années, c'était sûrement inimaginable de pouvoir utiliser de telles affaires. Puis finalement, aujourd'hui, comme tantôt on disait, là, toi, t'es à McGill, là, c'est l'université, faites de la recherche. Là, c'est encore vraiment le début, entre guillemets, mais comme t'en parles, ça marche. Tu sais, c'est pas encore juste des fantasmes. Là, ça marche pour vrai. Fait que c'est le fun de voir qu'on est rendu là. Ben, écoute, un gros merci, Jessie, de leur partager un petit peu ta réalité de chercheur. Là. Je trouve ça vraiment cool qu'on ait pris le temps d'en parler avec toi, puis de voir un peu plus, comme déjà des groupes comme des entreprises qu'on a vues avant, qu'ils travaillent, comme c'est déjà là-dedans, c'est vraiment dans les processus, puis vous, un peu plus du côté de la recherche, qui sont encore en train d'explorer différentes façons, mais ça se pourrait que les entreprises qui développent les médicaments, elles s'y mettent aussi. C'est sûr que ça va arriver un jour, là, comme à la vitesse à laquelle ça s'en vient, c'est sûr que ça va être rendu commun dans leur milieu à eux aussi. Fait que c'était le fun de t'avoir avec nous aujourd'hui pour partager ces nouveautés, ces innovations-là. Un gros merci d'avoir été avec nous. C'était le fun de te rencontrer. Merci beaucoup. Bye! Wow! Moi, c'est des trucs que j'avais jamais pensé, imaginer, voir un jour des robots chirurgiens, des estomacs avec des trucs qui tournent pour nous simuler la digestion de médicaments, puis parler de tests de médicaments virtuels. J'aurais jamais imaginé tout ça, mais je trouve ça vraiment le fun, puis fascinant. Fait que je suis vraiment contente qu'on puisse explorer ça avec vous aujourd'hui. Fait qu'il va être l'heure d'un petit quiz. Fait que je vous invite à vous connecter sur kahoot.it puis utiliser le mot de passe qui est là pour vous connecter. Fait que le 778111. Puis sinon, vous pouvez cliquer sur le lien que j'ai envoyé sur le clavardage de YouTube plus tôt aujourd'hui. Puis on va pouvoir faire un petit quiz ensemble. Et si vous ne vous connectez pas en direct, mais que vous voyez mon écran, ça va aussi être largement suffisant pour jouer au jeu. Fait que n'hésitez pas à jouer avec nous. Ça va être le fun pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui. Mais il n'y a pas de pression, pour vrai. C'est juste pour s'amuser. Fait que vous inquiétez pas. Fait que le quiz va apparaître rapidement devant vous. Il est là, il s'en vient. Puis, je vais le lancer sous peu. On est parti. Fait que la première question va apparaître très bientôt. Puis, je vous laisse y réfléchir. Dites pas la réponse à vos voisins. Attention. Alors, la première question. Combien y a-t-il d'établissements de santé au Canada? On l'a dit tantôt quand on vous a montré la carte rapidement. Fait que selon vous, c'est-tu 70, 700, 7000 ou 70 000? Selon vous, donc peut-être tantôt on parlait d'hôpitaux, de cliniques, de maisons pour aînés, etc. Là. Combien est-ce que vous pensez qu'il y a d'établissements de santé au Canada? Et vous avez eu la bonne réponse majoritairement, c'était 7000. Ça en fait quand même vraiment beaucoup si on pense au système de distribution des médicaments. Ça peut être quand même un vaste réseau à gérer aussi. Combien d'images penses-tu qu'il a fallu pour entraîner l'IA chirurgicale de Scopia? Fait que tantôt, on en parlait avec les IRM, là. Ça prend-tu 100 images, 1000 images, 10 000 ou plus de 10 000 images, vous pensez, pour pouvoir faire ces modèles-là qui vont pouvoir aider à faire en 3D puis tout par après, là? Puis c'était plus de 10 000. Peut-être beaucoup avoir eu la bonne réponse. C'est vraiment énorme. C'est ça qui est à force de l'IA, de l'intelligence artificielle, c'est que ça prend énormément d'images pour être le plus proche de la réalité, en se disant que le plus t'en prends, statistiquement, tu te rapproches de la réalité. C'était juste un exemple. C'est peut-être pas vraiment la bonne réponse directement. Et on a pour l'instant le pré-réclame qui est en tête. OK, la troisième question maintenant. Quelle est la principale mission d'un laboratoire pharmaceutique? C'est-tu de faire goûter les médicaments comme des bonbons? Vérifier que les médicaments soient sûrs et marchent bien, que les médicaments soient gratuits pour tout le monde, ou de peindre les bouteilles de médicaments? Fait que selon vous, c'est quoi la raison principale, la mission principale d'un laboratoire pharmaceutique? Et oui, c'était de vérifier que les médicaments sont sûrs et marchent bien. Fait que tantôt, on en a parlé avec nos amis à Neopharm là, pour vraiment tester que c'est actif, que c'est pas dangereux, qu'il y en a assez, que ça dissout à la bonne vitesse, puis tout. Là. C'est vraiment pour s'assurer que finalement, quand on utilise les médicaments par après,
ils fassent la job qu'on leur demande. Puis finalement, la dernière question. Un avantage de l'expérimentation virtuelle est que les scientifiques peuvent découvrir de nouveaux médicaments plus rapidement, jouer aux jeux vidéo en attendant les résultats, déguiser les souris en super-héros ou prendre plus de vacances en Floride parce que, tu sais, quand les calculs se font tout seuls pour toi sur un ordinateur, t'as pas besoin d'être là, tu peux partir en vacances. Fait qu'à quoi que ça sert l'expérimentation virtuelle pour le développement de médicaments? Ouais, vous avez tous eu la bonne réponse, effectivement, pour découvrir des médicaments plus rapidement. Et en tête, on a aujourd'hui le podium, dites-nous d'où. En troisième position, Griffin. En deuxième, le kangourou, ok. Puis premier, finalement. Bravo, Prériclame. Hey, merci d'avoir joué avec nous aujourd'hui. C'était le fun de vous avoir. Puis pour vrai, encore un gros merci aux différents experts et puis expertes qui étaient avec nous aujourd'hui. C'est du monde qui fait une job fascinante, qui vraiment bénéficie à nous tous. Je veux dire, personne n'aime être malade, mais clairement, on a tous été malades une fois, tu sais. Fait que ça nous arrive de prendre des médicaments, puis c'est bien correct. Au-delà, qu'il faut aussi avoir comme on dit, une hygiène de santé et faire attention à nous-mêmes. Mais quand ça arrive d'être malade, bah écoute, on prend des médicaments, puis c'est bien correct, là. Fait que je trouve ça super intéressant d'imaginer un monde où il y a des robots propulsés par l'IA qui peuvent rendre les chirurgies plus sûres ou créer des médicaments personnalisés, etc. Fait que l'IA change vraiment la façon dont nous passons de la maladie à la guérison. C'est un outil vraiment puissant. On a exploré quelques petits bouts avec vous aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle, elle consomme aussi énormément d'énergie. Puis, Moment numérique a un défi pour vous. Pouvez-vous imaginer une façon de concevoir et d'entraîner des modèles d'IA à la fois puissants et durables? Donc, vous pouvez visiter le site web digitalmoment.org/fr pour découvrir comment participer au défi digital de 2030. Puis, nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont réunies aujourd'hui pour faire de cet événement un super succès. Donc, d'abord, on avait Gabriel Rives de Scopia, ensuite Jean-François Desloges et Christina Milova de Neopharm, et finalement, on avait Jessie Islam qui était à l'Institut McGill, qui nous ont présenté leurs travaux. Puis, on a aussi utilisé les visuels atomiques qui ont été fournis par Elsevier et l'équipe de Complète Anatomie. On a pu vous montrer des petits bouts de corps humain, c'était quand même le fun. Puis évidemment, nos amis à Aventure E2 pour avoir produit cet événement, ainsi que Moment Numérique pour avoir propulsé cet événement. Fait que bien sûr, c'est aussi grâce à vous, le public qui était là aujourd'hui, qu'on peut avoir de tels événements, puis explorer ensemble. Fait que merci d'avoir été là. Puis on se retrouve, c'est un rendez-vous pour le 27 janvier, pour le dernier événement de cette série qui est l'assistant invisible. Fait que j'espère vous retrouver pour cet événement le 27 janvier. Puis encore un gros merci d'avoir été là et pour vos questions super pertinentes. C'est le fun de voir qu'est-ce qui vous intéresse vous aussi. Fait que ça va être le temps de se quitter, mais un gros merci et à la prochaine. Bye tout le monde!